Hey, salut tout le monde, c'était dit aujourd'hui, partie 2 du chapitre 16 du livre de Marcel Pagnol, La gloire de mon père. C'est parti. Nos jeux furent d'abord la chasse aux cigales, qui suçaient en chantant la sève des amandiers. Les premières nous échappèrent, mais nous fûmes bientôt d'une adresse si efficace que nous revenions à la maison entourés d'un lot de musique. Car nous en rapportions des douzaines qui continuaient à grésiller dans nos poches très sautantes. Il y eut la capture des papillons, des sphinx à deux queues et aux grandes ailes blanches bordées de bleu qui laissaient sur nos doigts une poudre d'argent. Pendant plusieurs jours, nous jetâmes des chrétiens aux lions, c'est-à-dire que nous lancions des poignées de petites sauterelles dans la toile en damier des grandes araignées de velours noir striées de raies jaunes. Elles les habillaient de soie en quelques secondes, perçaient délicatement un trou dans la tête de la victime et la suçaient longuement avec un plaisir de gourmet. Ces jeux enfantins étaient entrecoupés par des orgies, des gommes d'amandier, une gomme rousse comme du miel, friandise sucrée et merveilleusement gluante, mais fortement déconseillée par l'oncle Jules, qui prétendait que cette gomme finirait par nous coller les boyaux. Mon père, soucieux de l'avancement de nos études, nous conseillait de renoncer aux jeux inutiles. Il nous recommanda l'observation minutieuse des mœurs des insectes et de commencer par celle des fourmis, car il les voyait en elles le modèle du bon citoyen. C'est pourquoi le lendemain matin, nous arrachâmes longuement les herbes et là-bas au cou, autour de l'entrée principale d'une belle fourmilière, quand la place fut bien nette, dans un rayon de 2 mètres, je réussis à me glisser dans la cuisine pendant que ma mère et ma tante cueillaient des amandes derrière la maison. Là, je voilà un grand verre de pétrole et quelques allumettes. Les fourmis, qui ne se doutaient de rien, allaient et venaient en double colonne, comme des dockers sur la passerelle d'un navire. Je m'assurai d'abord que personne ne pouvait nous voir, puis je versai longuement le pétrole dans l'orifice principal. Un grand désordre agita la tête de la colonne, et des dizaines de fourmis remontèrent du fond. Elles couraient çà et là éperdues, et celles qui avaient une grosse tête ouvraient et refermaient leurs fortes mandibules en cherchant l'invisible ennemi. J'enfonçai alors dans un trou une mèche de papier. Paul réclama la gloire d'y mettre le feu, ce qu'il fit très correctement. Une flamme rouge et fumeuse s'éleva et nos études commencèrent. Par malheur, les fourmis se révélèrent trop aisément combustibles. Instantanément foudroyées par la chaleur, elles disparaissaient dans une étincelle. Ce petit feu d'artifice fut assez plaisant, mais bien court. De plus, après la sublimation des externes, nous attendîmes en vain la sortie des puissantes légions souterraines et l'explosion bruyante de l'arène, sur laquelle j'avais compté. Mais rien ne parut, et il nous resta sous nos yeux qu'un petit entonnoir noirci par le feu, triste et solitaire comme le caractère d'un volcan éteint. Cependant, nous fûmes assez vite consolés par cet insuccès, par la capture de 3 grands prégadious, c'est-à-dire de 3 montres religieuses qui se promenaient, toutes vertes sur les branches vertes d'une verveine. Beau sujet pour l'observation scientifique. Papa nous avait dit, avec une certaine joie laïque, que la menthe dite religieuse est un animal féroce et sans pitié. On pouvait la considérer comme la tigre des insectes et que l'étude de ses mœurs était de plus intéressante. Je décidai donc de les étudier. C'est-à-dire que, pour déclencher une bataille entre les deux plus grosses, je les présentais de fort, près l'une de l'autre, les griffes en avant. Nous pûmes alors continuer nos études par la constatation du fait que ces bestioles pouvaient vivre sans griffes, puis sans pattes, et même sans une moitié de la tête. Au bout d'un quart d'heure de ces divertissements, si gracieusement enfantins, l'un de nos champions n'était plus qu'un buste qui avait dévoré la tête et le thorax de l'adversaire, s'attaquait sans se presser à la seconde moitié, qui remuait toujours un peu nerveusement. Paul, qui avait le cœur bon, alla voler le petit tube de sécotine, comme même le fer, et prétendait recoller ensemble ces 2 moitiés pour en refaire un entier, et qui nous pourrons rendre solennellement à la liberté.
Il ne put mener à bien cette opération généreuse car le buste réussit à s'enfuir. Mais il nous restait dans un bocal le troisième tigre. Je décidai de le conforter avec des fourmis, et cette heureuse idée nous permit de jouir d'un spectacle charmant. Renversant brusquement le bocal, j'appliquai son ouverture sur l'entrée principale d'une fourmilière en plein travail. Le tigre étant plus long que le bocal, n'était large, se tenait debout sur ses pattes de derrière et profitait de sa tête à pivot pour regarder de tous les côtés avec une curiosité de touriste. Cependant, une mousse de fourmis sortit du tunnel et monta à l'assaut de ses pattes, si bien qu'il perdit son calme et se mit à danser, tout en lançant ses deux cisailles à droite et à gauche. Il ramenait à chaque geste une grappe de fourmis qu'il portait à ses mandibules, d'où elles retombaient, coupées en deux. Comme l'épaisseur du verre déformait la beauté du spectacle, et que la position incommode du tigre gênait ses mouvements, j'ai cru que mon devoir d'enlever le bocal. Le prégadiou retomba dans ses positions naturelles, ses pinces repliées et ses six pattes sur le sol. Mais au bout de chacune d'elles, il y avait 4 fourmis qui s'accrochaient implacablement par leurs mandibules tétanisées, tandis qu'elles s'agrippaient au gravier. Ainsi maîtrisé par ses lilliputiennes, le tigre ne pouvait plus bouger que Gulliver. Ne pouvait pas plus bouger que Gulliver. Référence. Cependant, de ses pinces restées libres, il attaquait tour à tour chacun de ses ancrages, et les ravageait, le personnel. Mais avant même que les bestioles tronçonnées, fusées, retombaient de ses mandibules, d'autres avaient pris la place, et c'était à recommencer. Je me demandais comment pourrait évoluer cette situation qui paraissait stabilisée, je veux dire fixée dans un cycle immuable, lorsque je remarquai que le réflexe des pattes ravisseuses n'était plus ni aussi rapide ni aussi fréquent, j'en conclus que le prégadiou commençait à perdre courage à cause de l'inefficacité de ses tactiques et qu'il allait sans doute en changer. En effet, au bout de quelques minutes, ses attaques latérales cessèrent complètement. Les fourmis abandonnèrent aussitôt sa nuque, son buste, son dos, et il resta debout, immobile, les pinces en prière et le torse presque droit sur les 6 grandes pattes qui frémissaient à peine. Paul me dit « Il réfléchit ». Sa réflexion me parut un peu longue, et la disparition des fourmis m'intriguait. Je me couchai donc à plat ventre et je découvris la tragédie. Sous la queue à 3 pointes, le tigre pensif, les fourmis avaient agrandi l'orifice naturel. Une fille y entrait, une autre en sortit, comme à la porte d'un grand magasin à la veille de Noël. Chacune emportait son butin, et les diligentes ménagères y ménageaient l'intérieur du prégadiou. Le malheureux tigre, toujours immobile et comme attentif par une sorte d'introspection à ce qui se passait en lui-même, n'avait pas les moyens, faute de jeu et de physionomie, ou d'expression vocale, d'extérioriser sa torture ou son désespoir. Et son agonie ne fut pas spectaculaire. Nous ne comprîmes qu'il était mort qu'au moment où les fourmis des ancrages lâchèrent le bout de ses pattes et commencèrent à déplacer la mince enveloppe qui l'avait contenue. Elles scièrent le cou et coupa le buste en tranches régulières, épluchèrent les pattes et désarticulèrent également les terribles pinces, comme fait un cuisinier pour un homard. Le tout fut entraîné sous terre et rangé au fond de quelques magasins, dans un ordre nouveau. Il ne resta plus que sur le gravier que de belles élytres vertes qui avaient volé glorieusement au-dessus des jungles de l'herbe et qui terrorisaient la proie ou l'ennemi. Méprisées par les ménagères, elles avouaient tristement qu'elles n'étaient plus comestibles. C'est ainsi que se terminent nos études sur les mœurs de la menthe religieuse et sur la diligence des laborieuses fourmis. Pauvre bête, me dit Paul. Il a dû avoir une belle colique. C'est bien fait pour lui, dis-je. Il mange les sauterelles toutes vivantes, et même les cigales, et même les papillons. Papa te l'a dit, c'est un tigre, et moi, les coliques des tigres, je m'en fous. Et voilà, c'est tout pour moi, fin du chapitre 16. Un peu cruel, mais quoique certainement divertissant. Pensez à laisser un like, un commentaire, un abonnement, ça me ferait super plaisir. C'était Teddy. Merci.